Afin de lancer le projet d'urgence pour la résilience urbaine de Kananga, le président de la République Félix Tshisekedi est arrivé ce vendredi 23 juin dans la province du Kasaï central. Ce projet vise à mettre fin aux têtes d'érosion qui menacent cette province. Et à l'international, d'après l'évaluation de l'Union africaine, l'économie bleue atteindra 405 milliards de dollars d'ici 2030. En Afrique, c'est un domaine qui offre des vastes opportunités d'échange pour le continent en employant actuellement 49 millions de personnes au sein de 38 États insulaires. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver à l'antenne de Géopolis Télévision. Commençons par cette info en bref. Le président Félix Tshisekedi vient d'atterrir ce vendredi 23 juin à Kananga, au Kasaï central. Sur place, le chef de l'État va lancer les travaux du projet d'urgence pour la résilience urbaine de Kananga. Le projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga, PURIC en sigle, vise à mettre fin aux têtes d'érosion qui menacent le chef-lieu du Kasaï central. Ce projet est financé par la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars sous la supervision du ministre de l'Urbanisme et Habitat. Comment arriver à la justice transitionnelle en RDC? Quelle est la politique nationale en la matière, surtout dans le secteur de la défense nationale? Ces questions ont été au centre des échanges entre le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba et une délégation du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme conduite par Marie-Thérèse Keïta Bokoum. Suivez-la dans ses propos recueillis par Fiston Oleko où elle restitue les contenus de ces échanges. Je suis par le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba et nous avons parlé justement du mandat que le Conseil des droits de l'homme a donné à l'équipe d'experts internationaux pour travailler et aider le gouvernement congolais et le peuple congolais à entrevoir et à élaborer sa politique de justice transitionnelle. Nous avons parlé du rôle que son département joue, le rôle très important que son département joue dans cette stratégie qui est mise en place et qui a pour but de lutter contre l'impunité, mais aussi de prévoir les réparations pour les victimes et surtout d'évoquer les garanties de non-répétition des crises. Donc nous avons parlé de tous les efforts, il m'a informé et de tous les efforts qui sont faits par son département justement pour remplir ce rôle dans le cadre de la justice transitionnelle. Les réformes au niveau de son département, les espoirs, le travail qu'il fait sur le terrain et aussi particulièrement la lutte qu'il mène contre l'impunité. Et je pense avoir eu de bonnes informations. Et vous savez que le mandat que le Conseil nous a donné est un mandat qui entrevoit plusieurs visites dans le pays, un dialogue interactif qui a déjà eu lieu au mois de mars, mais surtout la rédaction d'un rapport qui sera soumis au mois de septembre, justement pour indiquer les progrès que le pays fait dans le domaine de la justice transitionnelle et aussi les recommandations qui peuvent être faites pour aider le pays à mener sa politique. Le peuple n'acceptera pas un empêchement purement politique à qui que ce soit de faire le choix de ses dirigeants conformément à la Constitution. Cette déclaration est de Monseigneur Donatien Cholet, prononcée ce vendredi 23 juin lors de la 60e conférence épiscopale nationale qui s'est tenue à Lubumbashi. Le commentaire avec Enoch Issei. Nous observons aujourd'hui un recul déplorable caractérisé par la répression violente des manifestations de l'opposition, la restriction de la liberté de mouvement des opposants, des tentatives des projets de loi discriminatoires, l'instrumentalisation de la justice et les arrestations arbitraires. L'intolérance politique s'observe aussi dans la sphère des fanatiques violents qui s'attaquent au grand jour, aux adversaires politiques et à ceux qu'ils accusent d'être proches d'eux. En témoignent les actes de violation et d'intimidation contre nous, évêques membres de la SENCO,
lors de notre visite pastorale à Kasumbalesa le dimanche 18 juin 2023. Nous condamnons toutes ces pratiques inacceptables et rappelons que nous tenons aux élections inclusives. À ces propos, le peuple n'acceptera pas un empêchement purement politique de qui que ce soit de se présenter comme candidat aux élections. Il faut lui laisser la liberté de faire le choix de ses dirigeants conformément à la Constitution. Parlons toujours processus électoral. Au Salon Bleu de l'immeuble du gouvernement, le club des ingénieurs de l'UDPS Tshisekedi organise du vendredi 23 au samedi 24 juin 2023 une table ronde sous le thème « Création du leadership de la jeunesse dans le processus électoral ». Ensemble avec les jeunes venus de tous les coins de la capitale, il sera question de mettre en place les stratégies pour la conservation du pouvoir de l'autorité morale de leur parti, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la magistrature suprême. Suivez ce reportage d'Edouard Funda et de Lewis Mbaka. C'est dans un climat de sérénité et de confiance que se sont ouverts les travaux de cette table ronde qui a réuni les jeunes intellectuels de la ville de Kinshasa. Déterminés à obtenir la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi aux prochaines échéances électorales, le président national du club des ingénieurs de l'UDPS et organisateur de cette table ronde, Aris Ubengi, a en cette première journée expliqué les objectifs de ces assises qui se tiendront également dans des provinces de la République démocratique du Congo. Si nous avons pris l'initiative de mettre cette table ronde de la conservation du pouvoir du président Félix, c'est partant de toutes ces belles initiatives et sa vision pour les Congo, qui est l'industrialisation de la RDC Congo. Vous savez, sans l'industrie, les Congo ne peuvent pas développer. Sans les ingénieurs, les Congo ne peuvent pas développer. Voilà les pourquoi, en tant que scientifiques, ingénieurs, porteurs de solutions, nous sommes dit, nous devons mettre en place la table ronde pour parler, pour que nous puissions créer un leadership, un vrai leadership de la jeunesse congolaise, qu'on soit plus derrière des hommes politiques, des manipulateurs, mais cette fois-ci faisons nous-mêmes des hommes d'État. Voilà les pourquoi nous sommes ici pour accompagner les chefs de l'État, nous sommes ici pour faire des résolutions pour la réélection du président Félix-Antoine Tshisekedi. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons de la gratuité d'enseignement, les paix des 145 territoires. Et je ne peux pas citer d'autres, il y en a beaucoup. Et tout ça, en tant que moi, Nayamboka, les présidents Félix, nous les soutenons. Je suis jeune, je soutiens sa vision. Je suis jeune, je soutiens mon pays pour le développement. Du rôle de la jeunesse à son leadership dans la réussite de la campagne électorale, il sera question aussi de mettre ensemble à travers ces pourparlers des stratégies pour la conservation du pouvoir de l'autorité morale de leur parti en vue de poursuivre sa vision qu'ils qualifient, eux, de la vision du développement intégral de la RDC. Notez que plusieurs personnalités du pays prennent part à ces pourparlers qui arrivent au moment où les partis politiques s'organisent pour affronter les élections. Et dans la province du Congo central, Jean-Claude Vouemba a cessé d'être le président de l'Assemblée provinciale de cette province. Il a déposé sa démission ce vendredi 23 juin en remettant les oripeaux du pouvoir. Alors qu'une motion de défiance le visant était en cours, le président du parti MPCR a vu sa garde et son véhicule de fonction lui être retirés. Il juge cet acte d'humiliation insupportable. Suivez Jean-Claude Vouemba lors du dépôt de sa lettre de démission. Juridique, ce n'est pas une pétition, mais c'est un tract. Parce que dès lors que vous, les députés, vous n'avez pas reçu cette pétition, rien ne pouvait commencer. Et vous avez vu, on a commencé par m'enlever les gardes, on écrit à l'intendant de venir chercher le véhicule, on écrit au PG de venir sceller le bureau. Je ne peux pas accepter cette humiliation. Pour cela, je te remercie, honorable questeur, honorable Congo. Je me permets de vous lire ma lettre de démission. Congolais, fils et fille de la province du Congo central. Durant toute ma vie, je me suis battu avec abnégation, détermination et constance pour le pluralisme politique et la démocratie. Aujourd'hui, certains collègues, sans aucun respect des textes légaux régissant,
le fonctionnement de notre Assemblée provinciale ont initié une simple pétition me demandant de démissionner. Moi, Jean-Claude Vouemba, je servis avec amour et patriotisme notre province du Congo central. J'ai restauré la paix sociale et la sérénité que personne n'ignore. Malheureusement, suite à une fraude non justifiée, je ne me vois plus en mesure de remplir mes tâches de président de l'Assemblée provinciale. En conséquence, je vous informe, chers collègues, à ce jour du 23 juin, de ma décision de cesser d'exercer mes fonctions de président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Que notre province demeure une province exemplaire, de paix durable. C'est notre responsabilité à nous tous. Une brève. La Ligue nationale de football a rendu public ce vendredi 23 juin 2023 le calendrier des assemblées générales ordinaires des différents clubs évoluant dans le championnat de la division 1 et 2. Ce calendrier précise que ces assemblées générales ordinaires vont débuter en date du samedi 1er juillet 2023 sous la supervision d'un délégué de la Fédération congolaise de football par club. L'actualité, c'est aussi au-delà de nos frontières. Place à la page internationale. À l'approche des élections générales du 24 juin en Sierra Leone, les habitants sont préoccupés par les difficultés économiques croissantes auxquelles ils sont confrontés. Sur un marché du centre-ville de Freetown, des commerçants et des chauffeurs taxis discutent de l'inflation qui grimpe. L'inflation annuelle du pays s'élevait à 43% en avril dernier. Blessé de Kozola au commentaire. Des élections générales du 24 juin en Sierra Leone, les habitants sont préoccupés par les difficultés économiques croissantes auxquelles ils sont confrontés. Sur un marché du centre-ville de Freetown, des commerçants et des chauffeurs des taxis discutent de l'inflation qui grimpe. L'inflation annuelle du pays s'est élevée à 43% en avril dernier. Alors que la Sierra Leone s'est rétablissée à peine de l'épidémie d'Ebola connue de 2014 à 2016, le pays a été durement touché par la pandémie de Covid-19 et les conséquences de la guerre russe en Ukraine. Abdulrahman a vu ses dépenses en carburant augmenter drastiquement. Chauffeur des tok-tok commercial appelé Keke, il est obligé de travailler 18 heures par jour pour joindre le debout. Le président sortant Julius Maada Bio et son principal opposant Samura Kamara ont tous déclaré qu'ils donneraient la priorité à la relance de l'agriculture et à la durabilité alimentaire dans le pays pour faire face à la crise ainsi que du coût de la vie. 52,4% des électeurs inscrits, soit 1,78 million de personnes, ont entre 18 et 35 ans. Certains de ces jeunes souhaitent voter pour les partis d'opposition, le Congrès de tout le peuple APC, et non pour le président sortant Julius Maada Bio du Parti du peuple de Sierra Leone. Il lui reproche notamment le taux de chômage élevé. Je l'ai annoncé en titre, 200 millions d'Africains dépendent de l'économie bleue pour leur nutrition. L'évaluation de l'Union africaine indique que la valeur de l'économie bleue atteindra 405 milliards de dollars d'ici 2030. Basé essentiellement sur la pêche en Afrique, ce domaine offre des vastes opportunités d'échange pour le continent et emploie actuellement 49 millions de personnes au sein de 38 États insulaires que compte l'Afrique. Toujours avec Blessé de Kouzola. 200 millions d'Africains dépendent de l'économie bleue pour leur nutrition. L'évaluation de l'Union africaine indique que la valeur de l'économie bleue atteindra 405 milliards de dollars d'ici 2030. Basé essentiellement sur la pêche en Afrique, ces domaines offrent de vastes opportunités d'échange pour les continents et emploient actuellement 49 millions de personnes au sein des 38 États insulaires qui comptent l'Afrique. 200 millions d'Africains dépendent de l'économie bleue, pesant 3% du PIB
PIB global de l'Afrique, les 38 États côtiers et insulaires veulent augmenter leur contribution à l'essor du continent. Pour tirer un meilleur parti de l'économie bleue, les États peaufinent les politiques nationales visant à attirer davantage d'investissements directs étrangers. La promotion des filières maritimes porteuses, l'amélioration des infrastructures ainsi que la bonne gouvernance sont des stratégies à explorer selon des experts. Signalons que 49 millions d'emplois sont actuellement générés par des activités liées aux océans et mers en Afrique. L'économie bleue génère une valeur ajoutée estimée à plus de 24 milliards de dollars, soit 1,26% du PIB de l'ensemble des pays africains. Les prévisions de l'Union africaine indiquent que la valeur de l'économie bleue atteindra 405 milliards de dollars d'ici 2030 à l'échelle continentale. Fin de ce journal, mais avant de vous quitter, je vais vous rappeler les titres. Afin de lancer le projet d'urgence pour la résilience urbaine de Kananga, le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé ce vendredi 23 juin dans la province du Kasaï central. Ce projet vise à mettre fin aux têtes d'érosion qui menacent cette province. Et à l'international, d'après l'évaluation de l'Union africaine, l'économie bleue atteindra 405 milliards de dollars d'ici 2030. Un domaine qui offre de vastes opportunités d'échange pour le continent en employant actuellement 49 millions de personnes au sein de 38 États insulaires. Ce journal est complètement fini. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne soirée chez vous.